produit par Binge Audio. Mes chers amis, je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai reçu ma 3e dose, j'ai pensé aux effets secondaires, j'ai pensé que j'avais pas envie de choper cette saleté de Covid, mais j'ai pas trop réalisé combien, en fait, j'étais privilégiée. En mars 2020, quand cette pandémie a commencé et qu'on applaudissait encore les soignants à 20h, l'Union européenne promettait de faire du vaccin anti-Covid un bien public mondial. 1 an et demi plus tard, les États les plus riches vaccinent pendant que les pays les plus pauvres patientent. On est tellement englués dans nos débats internes sur les anti-vax que Macron veut emmerder qu'on se rend même plus compte, je crois, de ce qui se passe hors de notre pays. La gestion mondiale de la pandémie a tout simplement révélé une hiérarchie dans la valeur des vies. Il y a les gens qu'on sauve et qu'on protège en premier, et puis il y a ceux qu'on sauve et qu'on protège après. Comme sur un bateau de sauvetage, en fait, quand on criait « les femmes et les enfants d'abord ». Bah là, c'est les riches et les blancs d'abord. Les racisés et les pauvres, ensuite. Mike Ryan, le directeur de la branche urgence de l'OMS, a fustigé la faute morale des pays riches, expliquant qu'en stockant des doses de vaccins, c'est comme s'ils distribuaient des gilets de sauvetage à des gens qui en ont déjà, tout en laissant d'autres se noyer sans aucune aide. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a plusieurs fois dénoncé cette situation, qu'il qualifie d'apartheid vaccinal. Une centaine de pays, dont l'Inde et l'Afrique du Sud, mènent une campagne pour la levée des brevets sur les vaccins contre le coronavirus. Cela veut dire que tout le monde connaîtrait la recette du vaccin et pourrait le fabriquer. Parce que le vaccin, il est breveté. Cela signifie que seuls ceux qui possèdent ce brevet ont le droit de le fabriquer et de le vendre. Macron s'est d'abord dit en faveur de cette levée des brevets avant de rétropédaler et de promettre des dons de doses via le dispositif COVAX de l'OMS. Joe Biden, lui, y est favorable. Dans le combat Adama, coécrit avec Geoffroy de Laganerie, Assa Traoré explique que le corps racisé est construit comme un corps à disposition. Un corps qui doit quelque chose. Elle écrit « Le corps noir n'est même pas considéré. Ou alors, il est considéré comme ayant beaucoup de force, comme pouvant supporter beaucoup de choses, comme pouvant supporter la maltraitance, comme pouvant souffrir et ne rien dire. » Je sais que son livre parle de violence policière, mais j'ai l'impression qu'il se passe un peu la même chose à l'échelle mondiale. Aux corps racisés, éternellement redevables, les dons de doses, une fois que les corps blancs seront vaccinés. Et si les choses se passaient différemment ? Si le Covid permettait justement de changer ses rapports au corps ? La lutte contre le sida dans les années 80, avec notamment ACT UP, a aussi permis à la société d'avancer dans la lutte contre les discriminations LGBT. Si cette histoire de levée de brevets des vaccins du Covid, c'était une façon aussi de faire bouger les lignes de domination structurelle dans le monde. Permettre à tous les pays de produire leurs propres vaccins, comme des partenaires, des égaux. Collaborer plutôt que faire de la charité. Allez, on a le droit de rêver. Et si le Covid signait la fin du concept même du sauveur blanc ? Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est? On peut plus rien. Mes chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous allons passer la prochaine heure ensemble et je m'en réjouis. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons pourquoi le vaccin n'est pas un bien public pour tout le monde et qu'est-ce que cela impliquerait politiquement si c'était le cas. Avec moi pour répondre à ces questions, j'ai la joie de recevoir Sandra Lotte Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de plaidoyer santé chez Oxfam. Et Jérôme Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'Observatoire Transparence et Médicaments et ancien président d'ACT UP Paris. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on mette les choses bien à plat et bien au clair, car ce fonctionnement du vaccin et du médicament est compliqué. Jérôme Martin, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en tout premier lieu, qu'est-ce qu'un brevet et pourquoi le vaccin du Covid est breveté ?
Un brevet, c'est un titre qui donne à son détenteur l'exclusivité de l'exploitation d'un produit. Donc là, en l'occurrence, les vaccins. Il peut y avoir, et c'est souvent le cas, plusieurs brevets sur un même produit, sur un même vaccin. Pourquoi y en a-t-il sur les vaccins comme sur tous les médicaments? C'est parce que c'est le système actuel qui le veut, dans lequel les biens de santé ont été marchandisés et que cette logique marchande passe par la logique des brevets. Est-ce que c'est parce qu'ils ont inventé le vaccin qu'ils ont le brevet? Parce que ce qu'on lit, c'est que la technologie du vaccin, qui est le ARN messager, c'est pas les labos qui l'ont inventé. Alors, une des objections à la levée des brevets, c'est effectivement que ça pourrait entraver l'innovation et décourager les industriels à se lancer dans l'investissement. En fait, quand on regarde un petit peu d'où viennent les financements, on se rend compte que l'argent public est massivement partout. Dans la recherche fondamentale, il y a eu 20 milliards aux États-Unis de dollars. Oui, mais juste dans le cas de ce vaccin précis, qui a inventé cette technologie? Est-ce que c'est eux? Est-ce qu'ils sont récompensés par le brevet quelque part parce que c'est eux qui l'ont inventé, ou est-ce que c'est pas le cas? Alors, précisément, l'opacité qui entoure toute la chaîne du vaccin empêche de répondre très précisément à cette question. Mais ce qu'on a, c'est qu'on a quand même des informations qui montrent que dans la recherche fondamentale qui a précédé les années 2020, dans l'aide qu'ils ont reçue à partir du premier semestre de 2020, dans l'aide à la production ensuite, dans le système de précommande qui leur permet d'avoir de la trésorerie en avance, l'argent public est massivement partout. Donc, pour pouvoir tenir l'objection de on ne pourra plus innover ensuite, il faut que les industriels soient transparents sur les investissements réels qu'ils ont consentis et les aides publiques qu'ils ont reçues. Tout à fait. Sandra Lotz-Hernandez, donc vous aussi, vous faites votre organisation Oxfam demande cette levée de brevets. Donc la levée de brevets, ça veut dire que tout le monde pourrait avoir accès à la recette du vaccin du Covid et tout le monde pourrait la répliquer. Qui peut décider? Qui peut dire ok, cette recette elle est pour tout le monde, go? Alors actuellement, ces discussions ont lieu au sein de l'Organisation mondiale du commerce et c'est précisément des pays émergents et des pays du Sud qui, depuis plus d'1 an, demandent la levée des brevets à l'OMC. Et en fait, si l'ensemble des pays, donc l'OMC c'est l'organe des Nations Unies qui discute des enjeux commerciaux internationaux, et si l'ensemble des pays votaient cette demande de dérogation temporaire des brevets sur les vaccins et tous les produits nécessaires pour faire face à la pandémie, le brevet serait levé et les laboratoires ne pourraient plus avoir en fait cette exclusivité et ce monopole sur les vaccins et les produits nécessaires pour faire face au Covid. Parce qu'aujourd'hui, pour essayer de comprendre le plus concrètement possible, dans le cadre de notre pays par exemple, la France est allée négocier avec les laboratoires un prix à la dose. C'est ça. En fait, ils négocient pays par pays combien ils vont vendre le vaccin, c'est ça? Oui, en fait, les pays, pour avoir accès au vaccin, ont négocié avec les laboratoires pharmaceutiques. C'est par exemple le cas de l'Union européenne qui a négocié en tant qu'Union européenne des commandes à Pfizer-BioNTech, Moderna, etc. Et ils passent eux-mêmes les commandes. Et ce qu'on avait critiqué, c'est qu'un organe international avait été créé, COVAX, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui devait justement éviter toute concurrence déloyale entre les pays, comme ce qu'on avait pu vivre avec les masques. Je ne sais pas si vous vous souvenez des scènes des masques volés sur les terre-pleins à l'atterrissage, où les États-Unis reprenaient des masques qui avaient été commandés par l'Union européenne. Il y avait eu une vraie guerre entre les États pour s'approvisionner en masques au moment vraiment du début de la pandémie. On a créé du coup un organisme comme COVAX qui devait mettre les États autour de la table et de décider, on va dire de façon en mettant les priorités sur qui devait avoir accès au vaccin. Donc l'ensemble des pays devait favoriser la vaccination des soignants, des personnalités vulnérables dans l'ensemble du monde. Et ce dispositif a vite été dévoyé par les pays riches qui ont été à son origine, mais qui l'ont très vite contourné et qui ont passé des commandes directement auprès des laboratoires. D'accord. Et en fait ont grillé la file d'attente internationale et précommandé l'ensemble des doses disponibles de vaccins. Donc on s'est retrouvé avec des pays riches qui avaient réussi à passer des commandes et des pays en développement, des pays pauvres qui étaient au sein de COVAX à attendre des doses qui n'étaient plus disponibles. Aujourd'hui, si les pays riches ont pu acheter plus de vaccins que les pays pauvres, est-ce que c'est parce qu'ils ont... Enfin, c'est une question qui peut paraître naïve, mais je pense qu'elle a son sens. Est-ce que c'est tout simplement une question d'argent, ils ont plus d'argent, ou est-ce que c'est parce que les labos préfèrent faire affaire avec eux? Ah non, c'est toujours l'argent, la réponse. Ouais, c'est toujours l'argent, la réponse, bien sûr. En fait, c'est là où, en plus, la question vraiment, les brevets, aujourd'hui, est un vrai problème. C'est que grâce à ces monopoles, les laboratoires pharmaceutiques peuvent fixer librement les règles du jeu et donc le prix des vaccins. C'est ça. On a calculé que, en fait, grâce au monopole et au fait que Pfizer peut déterminer librement le prix, il en a entièrement le monopole et le droit, ils ont surfacturé les vaccins. Aujourd'hui, nous avons calculé chez Oxfam que, aujourd'hui, les vaccins sont vendus 5
fois plus cher que leur coût de production. Donc en fait, grâce à ces monopoles, les laboratoires ont l'exclusivité, fixent le prix et surfacturent aux États les vaccins qui payent plus que ce qui devrait ces vaccins-là. Et effectivement, ça éjecte les pays qui ne peuvent pas se le permettre. Jérôme Martin, vous vouliez réagir ? Oui, il y avait d'abord une précision, c'est que la levée des brevets ne va pas donner accès automatiquement à la recette, comme vous l'indiquiez. C'est une mesure parallèle. La levée des brevets va permettre à une centaine de producteurs qui ont été identifiés par Médecins sans frontières et une organisation qui s'appelle Access-ILSA, qui sont en mesure très rapidement de produire des vaccins. Mais pour que cette production soit rapide, il faut que ça soit accompagné par un transfert de technologie qui ne se décide pas à l'OMC, mais que les pays riches comme la Commission européenne peuvent imposer aux laboratoires dans les contrats qu'ils négocient. Donc il faut bien distinguer les deux. Oui, le brevet, c'est le droit d'exploiter. Voilà. Et il y a le transfert de technologie derrière. C'est important à avoir en tête puisque ça fait partie des objections qui sont données par les opposants. Oui, les grosses entreprises pharmaceutiques argumentent que même si les brevets étaient levés, même si ces recettes étaient rendues publiques, personne d'autre qu'eux ne serait capable de produire ces vaccins. Est-ce que c'est vrai, Jérôme Martin ? Non. On est bien capable d'apprendre à les clairement, faire. Oui, et puis il y a 2 ans, personne ne savait en produire à grande échelle. Oui. Quand Moderna a lancé, donc c'était il y a 2 ans maintenant, c'était le 11 ou le 12 janvier, quand il a découvert la séquence pour le vaccin, ils ont commencé à en produire à petite échelle, et puis quand ils ont vu que ça allait marcher, il fallait trouver quelqu'un pour en faire beaucoup plus. Ils ont fait un contrat de sous-traitance qui se fait dans n'importe quelle industrie avec un laboratoire suisse. En 2-3 mois, le laboratoire était capable de fabriquer des premiers vaccins. Donc le transfert des technologies ne représente pas, il ne s'agit pas de minimiser la difficulté, il s'agit de voir que quand on surenchérit sur soi-disant cette difficulté-là, c'est avant tout idéologique pour empêcher la levée des brevets et le transfert de technologie. Combien ça coûte aujourd'hui ? Par exemple, moi j'ai eu 3 doses de Pfizer, combien ça a coûté à l'État ? On sait ? On disait que c'était autour de 20 € la dose, c'est ça, unitaire ? En fait, ça dépend. Ce qui a coûté aux États, en fait, là aussi, il y a une vraie question, c'est la transparence. On ne sait pas aujourd'hui combien exactement ça a coûté pour chaque dose. Et il y a une vraie opacité sur le prix de ces médicaments. Ah, donc ces chiffres qui circulent autour de 20 € par dose, vous estimez qu'ils ne sont pas forcément fiables ? Moi, j'ai vu plusieurs chiffres. J'ai vu aussi des $150, $70 la dose, qui est en plus un prix vraiment excessif par rapport au coût de production. Donc, c'est souvent sur des faisceaux d'indices, parfois des fuites ou de ce qu'on peut entendre, mais on n'a pas la donnée publique de combien exactement ça coûte par dose et quel est le vrai coût de production. On devrait savoir, oui. Oui, bien sûr. On devrait savoir. En plus, c'est de l'argent public qui est investi, donc on devrait savoir. Ah oui, c'est de l'argent public qui a été investi, et comme l'a dit Jérôme, à la fois dans la recherche, mais après dans aussi l'achat. En fait, on a payé 2 fois. On a payé parce que c'est de l'argent public qui a largement financé le développement de ces vaccins, et après on les paye, une fois qu'ils ont été produits, on les paye au laboratoire. Donc les citoyens, l'argent public a payé 2 fois, et c'est pour ça que nous disons qu'il est vraiment important qu'on ait une transparence justement sur tous ces investissements publics. Tout à fait. Ce que j'avais lu, c'était que la technologie ARN messager, donc à l'origine des vaccins Pfizer et Moderna, elle avait été développée par l'université de Pennsylvanie, et qu'après eux avaient racheté justement la possibilité de l'exploiter, donc qui était une donnée qui était publique en fait, une connaissance qui était publique. Donc ils rachètent une connaissance publique pour après la revendre, mais beaucoup plus cher au monde entier. Tout à fait, c'est bien le problème. On n'a pas attendu 2020 pour voir ce problème-là. Il y a énormément d'exemples. On a par exemple un traitement génique qui est apparu il y a 2 ans, qui est révolutionnaire pour sauver la vie de bébés d'une maladie orpheline, qui a été totalement développé par le Téléthon et par l'argent public de l'INSERM, et qui se retrouve vendu 2 millions € la dose aujourd'hui par un laboratoire privé. Pour ajouter sur ce que disait Sandra, c'est pas uniquement que 2 fois que l'argent public soutient, c'est qu'on peut par exemple rajouter l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale telle qu'on la tolère. Ce sont 34 milliards $ simplement pour Pfizer ces dernières années. C'est aussi une forme de soutien public. Finalement, j'ai l'impression que ce business de l'industrie pharmaceutique, il est à l'image, voire même une caricature de la société capitaliste. C'est une industrie qui gagne pas forcément d'argent en produisant des connaissances, mais en s'accaparant des connaissances qui existent, qu'elle revend ensuite dans une situation de monopole à un prix exorbitant. Ah non, mais c'est très cynique aujourd'hui le combat qu'on mène sur les brevets des vaccins. Parce que grâce à cette pandémie, il y a eu 9 nouveaux milliardaires, dont les PDG de Moderna et BioNTech, qui se sont fortement enrichis grâce à la pandémie. Parce qu'aujourd'hui, les produits qu'ils vendent, les vaccins ARN messagers, sont les produits les plus rentables du marché pharmaceutique. Et vraiment, il y a des profits faramineux. On avait calculé aussi que c'était $1000 de bénéfices par seconde. Et tout ça dans une situation d'apartheid vaccinal où les pays riches ont accaparé les vaccins et que les pays du Sud n'ont pas accès aux vaccins. Alors qu'on le sait, au-delà de l'immoralité de cette situation, c'est aussi inefficace d'un point de vue de santé publique.
Oui, parce qu'il y a des risques de développer, c'est ça, des nouveaux variants si toute la planète n'est pas vaccinée, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et nous, on avait sorti une étude dès mars 2021, une étude qu'on avait menée auprès d'épidémiologistes du monde entier qui nous alertaient, qui disaient « Nous avons 6 mois pour vacciner l'ensemble de la planète, sinon de nouveaux variants apparaîtront et défieront l'efficacité des vaccins de première génération qui ont été développés. » On le disait en mars 2021. Aujourd'hui, le scénario Omicron montre que malheureusement, nous avions raison et qu'on a laissé le virus se propager dans des zones peu couvertes par la vaccination. Et ça nous revient, en pleine face parce que voilà, on voit que l'efficacité du vaccin est défiée et qu'on va devoir faire des rappels et on ne sait pas combien de rappels devraient être faits. Quand on voit la situation des hôpitaux aujourd'hui, de l'école, tout ça est quand même des choses qu'on aurait pu éviter et toutes les décisions n'ont pas été prises pour éviter ce scénario de retour de la pandémie, enfin de retour éternel à J'entendais tout à l'heure que vous parliez de la nécessité d'instaurer une transparence dans les deals qui sont passés entre les gouvernements et les États et les business pharmaceutiques. Quels sont les autres leviers qu'on pourrait activer pour que le politique reprenne un peu du pouvoir face à cette industrie qui a un petit peu tous les droits ? Qu'est-ce que vous conseilleriez de faire pour rééquilibrer ce rapport de force ? Alors, Jérôme Martin. On s'est créé en mai 2019. Quelques mois plus tard, on diffusait un outil qu'on a appelé la checklist de la transparence, qui liste un peu des informations qui seraient essentielles d'avoir, parmi lesquelles celles qu'on a déjà citées, les questions de subventions publiques, d'investissement réel. Si déjà on pouvait un peu faire toute la lumière sur ces informations-là, qui sont partielles, qu'on n'arrive pas forcément à avoir, c'est important. Pour se réapproprier la santé publique, il est absolument nécessaire aussi, dès la recherche et le développement d'un médicament, de mettre des conditionnalités dans le traitement. En attendant la mise en place de production publique, d'un pôle fort, de revenir à quelque chose où le médicament est vraiment hors du circuit marchand et sa production, sa diffusion, sa recherche reviennent au service de tous, les politiques ont la possibilité actuellement, par exemple, de mettre des conditionnalités. Ça veut dire quoi ? Je vous donne tant d'argent, à vous Pfizer, à vous Moderna, en échange, vous me donnez toute l'information sur le protocole de recherche, ce qui nous aurait permis dès l'été 2020 de connaître les contraintes logistiques, de savoir qu'il fallait commander des congélateurs à moins 70 degrés pour les avoir dès décembre, de savoir quels étaient l'intérêt et les limites du vaccin au fur et à mesure des essais, et donc d'avertir la population dès septembre 2020 que non, ça ne limitait pas toujours les infections, que ça limitait les formes graves, et donc de prévenir les questions de méfiance vaccinale, de commencer à travailler sur l'adhésion vaccinale. Ils le savaient, mais c'est des informations qu'ils n'ont pas délivrées aux politiques alors qu'ils les avaient en leur possession. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en novembre 2020, quand les premiers résultats sont apparus, normalement, ça doit passer par une communication auprès d'agences de médicaments qui valident ensuite ça en fonction des résultats des essais qu'ils ont eus. Là, on a eu des communiqués de presse de l'industrie et vous vous souvenez ces chiffres qui arrivaient, 90% d'efficacité, 94% d'efficacité. Sauf qu'on ne savait pas quelles étaient les questions posées. Et c'est en regardant le protocole de l'essai, donc un peu plus tard, qu'on a pu se rendre compte que la question posée était celle autour des formes graves de la maladie. Donc il s'est trouvé qu'avec la première forme du virus, et y compris le variant Delta, ça préservait beaucoup aussi d'une infection en tant que telle, beaucoup moins avec Omicron. Attendez, ça veut dire qu'on les a crus sur parole sans vérifier que les chiffres donnés par les communiqués de presse étaient justes ? Les pouvoirs publics et évidemment les agences du médicament ont travaillé sur ça, mais si ensuite il n'y a pas de relais par ces pouvoirs publics en matière de campagne d'information auprès du grand public, les représentations qu'on peut avoir sur les vaccins font qu'on se dit, tiens, ça sauvegarde forcément, ça protège forcément d'une infection. En janvier dernier, alors même que les données des essais étaient transparentes à ce moment-là, étaient communiquées, on continuait à dire à des journalistes, mais non, les vaccins ne protègent pas systématiquement d'une infection. Donc, si j'insiste sur cette partie-là, c'est qu'il y a aussi, sur ces enjeux de transparence autour de ça, des conditions pour créer l'adhésion vaccinale et qu'on n'en serait certainement pas là en matière de méfiance vaccinale et de polarisation du débat. S'ils avaient partagé davantage les connaissances, et plus en détail, les connaissances qu'ils avaient sur la réalité de l'efficacité du vaccin, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et si les pouvoirs publics avaient fait leur travail d'information. Là, on en est encore en janvier 2022 à ce que le président de la République parle d'emmerder les non-vaccinés, alors même que là, en fait, dans les pays du Sud, Emmanuel Macron n'emmerde pas les non-vaccinés. Il les empêche de se vacciner par son refus de lever les brevets. Et que là aussi, ça a un impact ensuite sur la défiance vaccinale dans les pays du Sud. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, parmi les anti-vax en France, il y en a aussi qui refusent de se faire vacciner à cause de cette situation d'injustice ? Je pense pas, c'est pas souvent ce qu'on entend et c'est vrai que dans les débats, on est très focalisé sur la vaccination ou pas en France. Et en fait, on se rend même pas compte que c'est un privilège qu'on a et parce que 2020, ça a été l'année
du Covid, mais aussi l'année quand même d'une prouesse scientifique incroyable. C'est qu'en un an, avec une mobilisation sans précédent, dopée par des financements publics du monde scientifique et de l'industrie pharmaceutique, on a réussi à avoir la solution pour mettre fin à cette pandémie. C'est pas le cas dans beaucoup d'autres maladies. Et 2021, c'est l'année des inégalités d'accès à ce vaccin. Et du coup, je trouve qu'en France, on est très focalisé sur est-ce que vacciner ou pas vacciner. Je pense que c'est un luxe et on s'en rend pas assez compte. Que, en fait, dans beaucoup de pays, et c'est pour ça que les chefs d'État se battent au sein de l'OMC, les chefs d'État africains disent « S'il vous plaît, laissez-nous produire les vaccins parce qu'on veut protéger nos populations. » Et je pense qu'il faudrait peut-être avoir un peu plus ça en tête quand on voit les débats en France. Pourquoi, à votre avis, c'est quelque chose qui nous a échappé dans notre pays? Pourquoi, selon vous? Non, parce que aussi peut-être que tout le monde n'a pas conscience des enjeux de commerce, des négociations commerciales internationales et du fait que, je pense que dans le débat, on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, le vaccin est privatisé. Le vaccin appartient à BioNTech, à Moderna, etc. C'est pas tellement dans le débat public. Et je pense que les laboratoires pharmaceutiques sont très contents que ça ne soit pas dans le débat public parce que si jamais tout le monde savait qu'en fait, ils privatisent le vaccin, qu'ils le surfacturent, que nous payons tous 5 fois le prix du vaccin pour c'est horrible parce que c'est de l'argent aussi qui pourrait être investi dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Non, ça n'a aucun sens. C'est ça. Ce film atroce qu'on vit depuis 2 ans maintenant du Covid, ce chapitre-là est très très grave. On laisse les laboratoires pharmaceutiques s'enrichir, privatiser un vaccin, créer un vrai apartheid vaccinal à l'échelle mondiale, faire en plus que cet apartheid est inefficace et que donc ça revient tous les 6 mois dans nos pays, on doit se reconfiner, etc. C'est une situation assez... En fait, c'est horrible parce qu'il y a une poignée de personnes, vous avez dit 9 personnes qui sont devenues milliardaires, qui ont fait le casse du siècle, en fait, sur le dos de cette pandémie mondiale qui est en train d'être privatisée. On a privatisé la pandémie, quoi. Oui, on a privatisé la solution. On a privatisé la solution à cette pandémie. Et je pense qu'il faut se rendre compte. Alors, nous, on commence un peu à se rendre compte dans les pays riches parce qu'on a souffert aussi de ça. Rappelez-vous, l'année dernière, la loi de l'offre et de la demande, elle a fait que la Commission européenne s'est focalisée sur « on est très nombreux, donc on vous demande des prix à la baisse », ce qui semble un peu logique. Voilà, des commandes groupées, donc on fait baisser le prix. Sauf que la loi de l'offre et de la demande a fait que les États-Unis, l'Angleterre, Israël, qui payaient plus cher, se sont accaparés toutes les doses. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, à quel point il y a eu des problèmes de pénurie AstraZeneca qui ne délivrait pas. Donc, à ce moment-là... c'est pour ça qu'ils les ont eu avant. Moi, je ne savais même pas pourquoi ils les avaient avant. Ils avaient juste payé plus cher. Israël a payé 2 fois plus cher que la Commission européenne et le Royaume-Uni un tout petit peu moins, mais pas beaucoup plus. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. Et évidemment qu'ensuite, les pays du Sud ne peuvent pas s'aligner. Même un pays comme l'Afrique du Sud, qui n'est pas le pays le plus pauvre d'Afrique, loin de là, a un laboratoire qui produit des vaccins pour Janssen, alors pas de l'ARN, mais pour Janssen. Pendant des mois et des mois, ils ont exporté en Europe et aux États-Unis, dans les pays riches, et non pas dans la région en Afrique du Sud. Vrai. Et c'est ça qu'il y a des producteurs en Afrique, donc en Afrique du Sud, qui produisent du vaccin pour les Européens, alors que leur pays n'est pas vacciné. Enfin, bon, c'est... Ouais, j'en reste... En fait, oui, c'est vrai, on est tellement focalisé sur ce débat interne qu'on passe à côté de cette information qui est vraiment scandaleuse, en fait. Scandaleuse. Je suis désolée, je suis contrainte de vous interrompre une toute petite seconde, vu qu'on est encore dans une société capitaliste. On va faire une toute petite pause, histoire d'écouter cette petite page de publicité minuscule. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Je suis avec Jérôme Martin et Sandra Lode Fernandez et nous sommes en train de nous demander pourquoi le vaccin n'est pas gratuit partout dans le monde et qu'est-ce que cela impliquerait politiquement que ce soit le cas. C'est une conversation passionnante que nous sommes en train d'avoir, mais avant de vous redonner la parole, je vous propose d'écouter le professeur Yab Boum, qui est épidémiologiste responsable Afrique d'Épicentre. C'est la branche de Médecins sans frontières dédiée à l'épidémiologie. Nous sommes avec professeur Yab Boum. Professeur Yab Boum, vous êtes épidémiologiste, responsable Afrique d'Épicentre. Épicentre, c'est la branche de Médecins sans frontières dédiée à l'épidémiologie. Et vous répondez à nos questions depuis Daroua, au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est la situation aujourd'hui par rapport au Covid au Cameroun ? Alors, aujourd'hui, le Cameroun vit une 4e vague qui est passée, c'est-à-dire qu'on a vu un pic qui est monté très rapidement sur la fin du mois de décembre. Et puis là, on accueille la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on s'est engagé sur des tests pour tous ceux qui vont au stade. Et là, on se rend compte qu'effectivement, on a très peu de cas. Donc, on monitore pour voir si cette vague est passée. Est-ce que tous les pays d'Afrique ont été touchés par cette 4e vague ou est-ce qu'il y a des disparités selon les régions ? Alors, il y a des disparités selon les régions. Déjà
L'Afrique du Sud, elle a vécu avant tout le monde avec le variant Omicron, avec également un pic qui est monté très rapidement, donc une vague plutôt courte par rapport aux précédentes. L'Organisation mondiale de la santé avait promis des dons substantiels de doses de vaccins. 2 milliards de doses avaient été promises d'ici la fin 2021. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça sur le terrain ? Alors, sur le terrain, on a reçu par le dispositif COVAX un certain nombre de doses. Je pense qu'on a eu près de 300 millions de doses, si je ne me trompe pas, pour les pays africains, donc certainement pas les 2 milliards. Et les pays aussi se sont débrouillés, j'ai envie de dire, de manière bilatérale, unilatérale, soit avec le support de l'Union africaine, soit individuellement, avec des accords bilatéraux avec des pays comme la Chine, comme la Russie, pour les vaccins Sputnik, où l'Égypte, la Guinée et d'autres ont pu obtenir ces doses de vaccins. Donc, il y a eu une diversité dans l'approvisionnement en vaccins en fonction des pays et surtout en fonction des besoins. Aujourd'hui, comment vous qualifieriez la situation sur le terrain ? Elle est alarmante ou est-ce que finalement, avec ces accords bilatéraux, ils ont réussi à trouver des solutions ? Aujourd'hui, déjà, le plus important, c'est de voir l'évolution des cas, l'évolution des cas graves, parce que les vaccins qu'on utilise, c'est bien pour limiter les cas graves. Donc aujourd'hui, la situation n'est pas alarmante sur le point épidémiologique et sur le plan de vue de la vaccination particulièrement. Il y a un moment effectivement où il y a eu des ruptures, il y a eu des moments où il y a eu des personnes, notamment vaccinées avec le vaccin AstraZeneca, qui n'ont pas pu avoir leur deuxième dose dans le temps. Au Sénégal, au Kenya et même au Cameroun, c'est arrivé. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que la situation est alarmante. D'accord. Pas du tout. Et le CEO, donc le PDG de Pfizer, qui s'appelle Albert Bourla, il avait affirmé que la méfiance par rapport au vaccin était très développée sur le continent africain, plus encore qu'en Europe ou aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez ? Non, c'est pas quelque chose qu'on confirme. Il faut voir, déjà l'Afrique n'est pas un pays, et même dans un pays comme le Cameroun, nous avons fait des enquêtes pour mesurer, évaluer cette hésitation vaccinale. On se rend compte que le Cameroun est un pays où il y a 10 régions, il y a 3 régions pour lesquelles on atteint une adhérence de plus de 80%. Et il y a d'autres régions où on va atteindre moins de 20%. Donc, il y a une diversité qui va dépendre de comment est-ce que la population a été affectée, de comment est-ce qu'elle a été sensibilisée et également de comment est-ce que la mise en place et la confiance aussi, surtout avec les autorités sanitaires, existe entre la population et ces autorités. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu dans plusieurs pays, mais quand on voit l'Afrique du Sud, quand on voit l'Ouganda, il y a des moments où la population qui a été exposée de manière importante était en demande importante de vaccins également, au moment où les doses ne suivaient pas forcément. Est-ce que vous croyez, ce qu'un risque qu'expliquent plusieurs épidémiologistes, que tant que toute la planète sera pas, ou presque toute la planète sera pas vaccinée, la pandémie va se poursuivre parce que des nouveaux variants vont apparaître et des nouveaux variants vont apparaître? Écoutez, je pense que la question est mal posée, à mon avis. Alors, dites-nous. Si on a un vaccin qui arrête la transmission du virus, à ce moment-là, effectivement, il faut que tout le monde soit vacciné pour que le virus ne puisse plus se transmettre. Mais si on a un vaccin qui n'arrête pas la transmission et dont l'impact c'est uniquement majoritairement sur les formes graves et les formes sévères, alors la transmission continue. On voit bien en Europe, malgré les vaccins, le nombre de cas a explosé, même malgré le fait que la population soit vaccinée à plus de 70%. Donc le vaccin n'arrête pas la transmission et donc si on n'arrête pas la transmission, elle n'arrête pas non plus l'émergence du virus. Entendu. Donc aujourd'hui, les vaccins que nous avons protège de ces formes-là, mais n'arrête pas la transmission du virus. Donc même avec le vaccin, vous voulez dire les variants vont continuer? Bah oui, puisque les virus continuent à circuler. Parce que il faut le dire peut-être, dernière chose, c'est que les variants, c'est le virus qui s'adapte à son environnement. Donc tant qu'il circule,
il a besoin de s'adapter, il va continuer de muter et plusieurs mutations vont faire des variants. De quoi vous auriez le plus besoin, vous, sur le terrain ? Est-ce que c'est de vaccins ou est-ce que finalement c'est de masques ou est-ce que finalement c'est... Enfin, quel serait le premier besoin ? Vous savez, les besoins varient en fonction des pays et c'est difficile de dire pour tout un continent de quoi on aura besoin. Bien sûr. Non, mais vous, aujourd'hui, au Cameroun ? Aujourd'hui, au Cameroun, de quoi est-ce qu'on aurait vraiment besoin ? Certainement de pouvoir s'assurer que la Covid permet également d'assurer la continuité de la prise en charge des autres maladies, comme le paludisme, comme le choléra, qui peuvent être plus graves que la Covid dans notre environnement. Première chose. Deuxièmement, on a besoin de vaccins. On a besoin de vaccins pour les populations qui sont les plus à risque. Il faudrait que toutes les populations qui soit diabétiques, hypertendues ou alors âgées ou avec d'autres comorbidités puissent avoir ces vaccins qui soient disponibles. Ça, c'est extrêmement important. Et si on a ça, ça nous permet de pouvoir intensifier d'autres outils comme le testing, l'intensification des mesures barrières qui sont véritablement les deux outils qui stoppent la transmission du virus. Entendu. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, Monsieur Boum. Merci à vous. Merci. C'était très intéressant d'avoir en tout cas, ça nous sort, nous, de nos débats franco-français. Hyper intéressant d'avoir votre expertise. D'accord. Écoutez, si je peux servir, je suis content. Merci. Bonne journée. Au revoir. Je me retourne vers vous, Sandra Lode Fernandez. Est-ce que vacciner la Terre entière, c'est un objectif réaliste ? Ça pourrait l'être. En fait, actuellement, c'est pas réaliste parce qu'on se met pas en condition de pouvoir le faire. Et on ne prend pas les décisions nécessaires et indispensables pour pouvoir, justement, organiser une augmentation massive de la production de vaccins et de vacciner l'ensemble de la planète le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que nous, on continue de se battre pour la levée des brevets parce qu'en fait, ça a été dit, c'est pas en levant les brevets que demain toute la planète sera vaccinée. Personne ne le dit et c'est pas vrai. Mais ça serait une première étape. La première étape incontournable, c'est de dire en fait, pour organiser justement quelque chose qui n'a jamais été fait, vacciner l'ensemble de la planète en 6 mois, c'est vrai que c'est un défi technique assez incroyable. Mais c'est de dire en fait, on va enlever toutes les barrières juridiques qui limite justement la production. On lève ça et après on organise le transfert de technologie. Et il faudra bien évidemment forcer la main au laboratoire et à jouer le jeu. Mais je pense qu'à un moment aussi, il y a cette question-là. Il faut arrêter de donner autant de pouvoir au laboratoire qui décide qui a accès au vaccin, quand, à quel prix, comment, qui ne peut pas avoir accès. Dire maintenant c'est fini. On veut sortir de cette pandémie et on voit, parce que là on est dans une impasse et ça a quand même un impact sur l'ensemble des pays. On a tous envie de sortir de cette situation, arrêter de porter le masque, ne plus sortir, etc. Bien sûr. Et il y a quand même des mortalités qu'on pourrait éviter, les effets économiques, etc. Donc de dire, on met tout en sorte, on lève les brevets, c'est la première étape, on vote ça, ça fait plus d'un an et demi qu'on perd du temps à l'OMC à adopter cette mesure-là, et on fait en sorte de pousser toutes les personnes qui savent aujourd'hui, qui ont le savoir-faire de produire le vaccin, on les force à partager cette connaissance avec l'ensemble des producteurs qualifiés qui pourraient participer à l'effort de guerre. Et par exemple, quels sont les arguments que les politiques vous opposent ? Parce que quand on vous écoute, on se dit, mais évidemment qu'il faut faire ça. Pourquoi est-ce que ça... Qu'est-ce qui bloque ? Il y a de plusieurs natures. Ça sert à rien. C'est vrai, dans l'histoire de l'accès aux médicaments, on a vu que lever la propriété intellectuelle n'a jamais servi à rien. Enfin, c'est ça qui est assez absurde. Et je pense que Jérôme, voilà, c'est une histoire que vous avez vécue sur les années SIDA. C'est que c'est ce combat-là. On reproduit, l'histoire se répète en fait. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Jérôme Martin, vous êtes ancien président donc d'ACT UP Paris. Ce débat sur la propriété intellectuelle des médicaments, il y a eu lieu aussi il y a 20 ans dans les médicaments contre le sida, c'est ça ? Oui, il y a même 25 ans. C'est-à-dire, et on retrouve à nouveau l'Inde et l'Afrique du Sud qui étaient à la pointe de ce type de combat-là pour passer par des génériques, pour faire baisser les prix des traitements, et on retrouvait très exactement les mêmes objections, à savoir les pays du Sud sont pas capables de produire, ben si. Ouais. Ça ne sert à rien parce que il y a des problèmes d'observance. Alors là, ça ne sert à rien parce qu'il y a de la réticence vaccinale dans les pays d'Afrique ou d'Asie, comme s'il n'y en avait pas en France de la réticence vaccinale. Oui. Donc tous ces types d'objections, ça va tuer l'innovation. Ben, on en a vu qu'il n'était rien, et ça n'a même pas tué les profits des industriels. Ce qu'il faut bien voir, c'est que
Comment vous l'histoire aviez se fait, répète. comment ça s'était passé à l'époque justement pour réussir à transformer les traitements contre le sida en générique? Alors, on avait exploité toutes les failles des accords TRIPS, qui n'est pas exactement en valorisant C'est quoi les accords TRIPS? Alors, pardon, les accords TRIPS, c'est les accords qu'on appelle ADPIC en français, qui sont les accords de la propriété intellectuelle à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce. Et en fait, la levée des brevets, ce qu'on appelle la levée des brevets, c'est une demande à ce que ces accords-là ne soient plus applicables autour des toutes les technologies contre le Covid, pas uniquement les vaccins. Là aussi, on parle de lever des brevets sur les vaccins, mais c'est toutes les barrières de propriété intellectuelle contenues dans cet accord-là. C'est une suspension provisoire qui est demandée. C'est ça qui est aussi important, c'est que ça serait renouvelé chaque année, le temps de sortir de la pandémie. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'on a parlé de tout ce qui pourrait rendre les brevets sur les vaccins peu pertinents ou peu légitimes autour de la question de l'argent public, de ces revenus. Ce n'est pas ça qui se joue dans la demande à l'OMC. C'est vraiment là une suspension provisoire. La levée des brevets, elle est prévue par le droit lui-même de l'OMC. C'est pas quelque chose d'exceptionnel qui serait humanitaire, c'est vraiment les pays qui ont formé l'OMC qui ont mis ça dans l'article 9 de leur accord fondateur. En prévoyant que s'il y avait un risque sanitaire mondial, il faudrait... Oui, ou toute autre situation, ça peut être aussi des situations technologiques, etc. Et donc si on est dans une pandémie qui dure depuis 2 ans, qui bloque l'économie, qui tue par millions, si c'est pas là qu'on l'utilise, à quel moment on le fera? Et justement, à l'époque, c'est intéressant de revenir sur le combat qui était mené il y a 20 ans, 25 ans contre le sida. Qu'est-ce que ça veut dire exploiter les failles? Comment vous aviez réussi justement à aller au bout de ce combat? Dans la négociation sur les accords de propriété intellectuelle dans les années 90, les pays pauvres qui voulaient, ou moyennement pauvres, ont pu mettre quelques dérogations au système des brevets, parmi lesquelles la licence obligatoire, qui est une mesure qui doit être transcrite dans le droit national et qui permet, dans certains cas, de pouvoir lever les brevets, mais au niveau du pays. Et selon vous, politiquement, qu'est-ce qui a fait que le climat a cédé et qu'ils ont réussi à obtenir cette licence obligatoire? Un rapport de force international, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, l'Afrique du Sud avait essayé d'utiliser un de ces recours qu'on appelle l'importation parallèle pour pouvoir importer et produire éventuellement sur place des médicaments génériques contre le sida. 40 laboratoires avaient porté plainte contre eux. Et en fait, au niveau mondial... Ils avaient porté plainte contre qui? Contre l'Afrique du Sud. Contre l'Afrique du Sud qui avait commandé des médicaments génériques illégalement, entre guillemets. Non, enfin, en faisant valoir une disposition prévue par les accords TRIPS que ces laboratoires essayaient de faire passer pour illégal ou en tout cas d'en restreindre totalement l'utilisation. Donc les laboratoires, 40 laboratoires avaient porté plainte contre l'Afrique du Sud parce qu'ils avaient acheté des médicaments génériques. Voilà. Et en fait, ils ont dû lever leur plainte tellement la réaction internationale des militants partant du Sud et avec le soutien des pays riches, notamment d'Act Up Paris en France, avait totalement atteint leur image. Et donc petit à petit, on a pu trouver des failles. Parmi les failles, il y a aussi la question de l'opposition au brevet, c'est-à-dire des associations ou des États peuvent se dire non, le brevet là, il n'est pas valable. Donc voilà. Et donc petit à petit, ça reste très insuffisant. Il faut une remise en cause et une remise à plat du système actuel marchand. Mais c'est comme ça que petit à petit, les génériques ont pu gagner du terrain et que par le mécanisme de la concurrence, on a fait aussi baisser les prix des médicaments de marque. Et est-ce que lever les brevets, ça voudrait dire que le vaccin deviendrait un générique ou est-ce que c'est encore autre chose? En fait, lever les brevets, ça permettrait à des producteurs de génériques de produire du vaccin. D'accord. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on lève les monopoles, ça casse forcément les prix et après, ça permet à des pays plus pauvres d'avoir accès au traitement et au vaccin. Donc c'est ça concrètement, c'est casser un monopole et démocratiser la production et qu'il y ait plus de producteurs et que du coup de fait ça cassera les prix et ça empêchera Pfizer et Moderna de pouvoir fixer librement un vaccin très très cher, choisir à qui il le vend, au plus offrant, etc. Le travail, Jérôme Martin, que ACT UP avait effectué, dont vous faisiez partie à l'époque, a aussi eu énormément d'impact dans la société, sur la perception, sur la lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT. C'était aussi une révolution sociétale. Est-ce que vous pensez que le combat que vous êtes en train de mener aujourd'hui pour cette levée des brevets pour les vaccins du Covid nous permettra aussi peut-être de progresser en tant que société d'une façon ou d'une autre ? Il y a plusieurs choses. Il est très très clair que le droit à la santé est un droit pour tous et qu'à partir du moment où il est refusé à une partie de la population, il y a discrimination, il y a situation de discrimination et d'inégalité. Il est très très clair aussi que ces inégalités, ces discriminations, elles s'appuient sur tout ce qui fait oppression dans la société et dans le monde, les inégalités sociales de revenus, mais aussi les inégalités racistes, les inégalités sexistes, de genre, etc. Et que ça, c'est très facilement prouvable. Donc ça, oui, de savoir si par ce travail-là, ça va résoudre toutes les oppressions et toutes les égalités, non malheureusement.
Mais je crois que c'est très très important de se rappeler que la santé est un droit à part entière. Ça ne doit pas dépendre de la générosité, de la charité. C'est un droit universel. Et à partir du moment où il est refusé à un certain nombre de personnes, voilà, ça pose un souci. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que si ça nous arrivait à nous d'être privés de vaccins comme ça, nous en France majoritairement blancs, est-ce qu'on réagirait avec la même indifférence? Et est-ce qu'on attendrait à ce que le monde réagisse avec la même indifférence? Et je pense que poser la question, c'est déjà y répondre. Tout à fait. Et ça a mis aussi, j'espère, en lumière en fait le fait qu'on est sur la même planète et que c'est une situation typique où un virus apparaît dans un pays et après en fait toute l'humanité entière est frappée et pour en sortir il faut justement protéger l'ensemble de l'humanité. Ça fait peut-être un peu tarte à la crème de dire ça, mais c'est vrai que aujourd'hui ça a mis la lumière sur le fait qu'il y avait des pays qui n'étaient pas prêts à faire face à ce genre de pandémie, avec des systèmes de santé beaucoup trop fragiles, avec un accès à la santé beaucoup trop faible et il faut vraiment, je pense, dans le monde d'après cette pandémie, se dire qu'il faut vraiment faire en sorte que les systèmes de santé dans l'ensemble des pays, notamment les pays les plus pauvres, soient renforcés et que vraiment le droit à la santé soit plus une réalité. Oui, parce que nous, on estime par exemple avoir un droit à la santé, mais le fait que dans les pays pauvres, les vaccins soient attribués selon des dons, c'est presque comme si on est là, on disait oui, bah toi, grâce à ma générosité, je t'attribue, je te donne un petit peu de mon droit à la santé, mais c'est comme si certains y avaient le droit et d'autres non, tout simplement. Nous, on a très vite voulu sortir du discours des dons de doses, c'est-à-dire de la redistribution. Parce qu'en fait, on va dire qu'il y avait la production, tous les vaccins étaient disponibles, et en fait, les pays se sont servis et ont pris toutes les doses disponibles. Donc, c'est pas qu'ils donnaient des doses, ils redistribuaient un petit peu à l'échelle internationale les doses disponibles qui avaient été produites. Et en fait, la question du don de doses, en vrai, quand c'est sorti en juin de l'année dernière, il y avait un peu un enjeu humanitaire. La pandémie commençait à prendre beaucoup dans certains pays, notamment en Afrique du Sud, et il fallait absolument que les pays riches qui avaient accaparé les doses, les redistribuent et les donnent, parce qu'il fallait commencer à vacciner dans des pays où il n'y avait pas eu la moindre dose administrée. Et aujourd'hui, certains pays, les pays riches, et je ne sais pas si au moment du G7, du sommet du G7, le club des pays riches, en juin dernier, il y avait eu des grands effets d'annonce, les pays riches donnent 1 milliard de doses. Après, quand on voit déjà 1 milliard de doses, c'était d'ici 1 an et demi, c'était en fait, in fine, en 2021, que 200 millions de personnes qui allaient être protégées contre le Covid, enfin, face au nombre de populations mondiales, c'est quand même rien du tout. Enfin, c'est vraiment une dose, une goutte dans l'océan. Et en plus, ils n'ont pas délivré les doses qu'ils avaient promises. Donc, on est vraiment dans une situation où les pays riches bloquent les négociations sur la levée des brevets qui permettraient aux pays du Sud de produire des vaccins, promettent des doses, promettent de donner les doses qu'ils ont surcommandées et ne respectent pas, et respectent même pas leurs engagements. Philosophiquement, en tant que vous, travailleuse humanitaire, est-ce que la conception du don, elle n'est pas problématique à long terme en maintenant la personne à qui on donne dans une situation de dépendance? Il faut sortir justement de ce lien de charité. Et on a souvent ces discussions sur l'aide internationale. Et nous, on est pour un monde où on n'aurait plus besoin de ça. On n'aurait plus besoin de dons, on n'aurait plus besoin d'aide, etc. Mais en fait, quand on regarde la situation à un moment T, aujourd'hui, malheureusement, il faut que les pays donnent les doses, redistribuent, comme vous dites. Oui, redistribuent. Et accompagnent aussi les États les plus pauvres, parce qu'il y a des États très pauvres qui ne pourront pas produire. C'est pas vrai de dire que tous les pays pauvres peuvent produire du vaccin. Et eux, ils vont devoir justement à la fois pouvoir acheter à bas coût des doses, mais aussi de pouvoir aussi avoir de la solidarité internationale à l'œuvre. Et ça, il y a eu des dispositifs internationaux qui ont été créés. Mais là encore, les pays riches, notamment la France, ne payent pas leur juste part à cet effort international de solidarité envers les pays les plus pauvres. Jérôme Martin. C'est surtout aussi que cette logique de don, elle masque complètement le fait qu'il y a une capacité de production déjà dans les pays du Sud. Et elle masque le fait que pour beaucoup de nos médicaments, nous dépendons de cette production. Les médicaments qu'on prend tous les jours, ils dépendent de la production en Inde, par exemple, et d'autres pays pauvres, comme le Bangladesh. Pour beaucoup, donc il y a quelque chose, un regard vraiment européocentré, ethnocentrique sur la question de la production. Je voudrais rajouter aussi quelque chose au niveau des inégalités. C'est que jusqu'à la crise du Covid, ça ne nous gênait pas d'avoir transféré la production pharmaceutique dans ces pays-là, avec les risques environnementaux et l'impact environnemental que c'est quand même une industrie très polluante. Et donc, pendant des années, on laisse ces producteurs, les populations qui sont autour, assumer ce risque-là. Et au moment où il y en a besoin, on les empêche de produire les vaccins vitaux et on leur dit c'est nous qui allons vous faire des dons. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout, en fait. Mais oui, non, mais plus on creuse ce sujet, en fait, plus on se révolte. Oui, parce que comme vous dites, on les laisse fabriquer et donc prendre la pollution dans les sols et dans les eaux. Mais au moment où on a besoin des produits, on leur dit ah non, c'est nous qui allons le faire coco, quoi.
Tout à fait. Et la question d'une relocalisation de l'industrie pharmaceutique qui est beaucoup à la mode, hein, comme depuis 2 ans, depuis le début de la crise, beaucoup portée par les industriels du médicament, donc le LEM en France. Il faut nous en emparer pour dire qu'on veut une production publique, européenne, locale, qui tienne compte des intérêts de tous pour la santé et pas uniquement de quelques intérêts d'actionnaires. Voilà, donc pour qu'on se quitte un peu sur une note positive, quelles seraient les solutions à part donc, la levée des brevets, la relocalisation de la production des médicaments? Il faudrait que ce soit public, non? Tous les médicaments devraient être des génériques, non? Jérôme, je te laisse répondre à ça. Déjà, pour des raisons d'espérer, je pense qu'en se penchant un peu sur l'histoire de la lutte contre le sida et d'autres pathologies et l'investissement notamment des premiers concernés, les malades, de tous ceux qui les ont soutenus dans la société civile, des militants, montre qu'on y arrive. Et moi, je voudrais leur rendre hommage aussi, de se dire que là, nous, on ne serait pas là à tenir le discours qu'on vous tient sans les luttes qui ont été faites auparavant. Et pour une fois qu'on peut montrer justement qu'il y a eu un transfert du militantisme du Sud vers le Nord, ça me paraît très très important à rappeler. Ensuite, en plus de la transparence à faire sur toute la chaîne du médicament, de cette relocalisation sur le public, il faut réfléchir à quelle forme de production publique on veut. Par exemple, c'est pas nécessairement une étatisation de la production qu'on veut. Quand on voit qui est aux commandes de la crise aujourd'hui, je suis pas exactement sûr d'avoir envie que ça soit Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, Jean Castex qui planifie la production pharmaceutique. Donc il faut trouver une forme où on implique les scientifiques, les syndicats de travailleurs, les associations de personnes concernées, de consommateurs, de malades, etc. Sandra Lode Fernandez. Oui, non, pour avoir une note d'espoir aussi, pour un peu rentrer dans le détail des négociations internationales. Aujourd'hui, actuellement, il y a quelques pays qui bloquent, et notamment l'Union européenne, qui bloque la discussion sur les négociations. Oui, qui bloque l'Union européenne? L'Union européenne, la Suisse, le Royaume-Uni, notamment, en particulier. Et on va dire qu'il y a eu des élections en Allemagne, avec un nouveau gouvernement, avec un changement de majorité, parce que Angela Merkel, qui défendait l'industrie allemande BioNTech, était vraiment une fervente opposante à la levée des brevets. On va dire que le nouveau gouvernement en Allemagne peut être une raison d'espérer. Et l'année dernière, on a connu des grandes victoires qui sont à relativiser. Mais avoir un président américain, Joe Biden, qui dit je suis d'accord pour lever les brevets, le président français qui dit qu'il n'y a pas de tabou pour lever les brevets, qu'il l'avait annoncé. Il y a eu quelques reculs depuis. Voilà, on a quand même eu certaines victoires et on espère que la France va présider l'Union européenne. Ça change du côté de l'Allemagne. On espère et on continuera à pousser. Il y a une vraie pression citoyenne sur ces questions-là et une mobilisation internationale justement pour l'accès au vaccin. Donc j'espère que ça et que vraiment la société dans son entier on va pas rester des années et des années dans cette situation et dans cette impasse. Et j'espère que tout ça va permettre d'avoir enfin l'adoption à l'OMC de cette demande de levée temporaire des brevets et qu'on aille vite et qu'à un moment ou à un autre, on sera tous vaccinés et on sortira de cette pandémie. Eh bien, on l'espère aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin. C'est passé à toute vitesse. Merci à nos invités, Sandra Lode Fernandez. Merci à Jérôme Martin. Merci à notre chargée de production, Charlotte Bex. Merci à notre réalisatrice, Alice Nina. On peut plus rien dire. C'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, mes très chers amis, gardez espoir.